Vidéo. Assurer une protection des intérêts français dans la région, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, déployé en Méditerranée en pleine guerre au Moyen-Orient, France Info. Publié le 26/03/2026 21h26 mis à jour le 26/03/2026 23h15 Temps de lecture, 5 minutes, vidéo, 6 minutes Les équipes de France Télévisions ont été autorisées à filmer les marins du porte-avions Charles de Gaulle, alors que la guerre fait rage. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Quel est le rôle du porte-avions Charles de Gaulle dans la guerre au Moyen-Orient? Les avions, Rafale par exemple, empêchent les attaques iraniennes sur nos pays alliés, comme Chypre. Lorsque les équipes de France Télévisions arrivent sur le porte-avions, une alerte est en cours. Concentration et tension en pleine guerre au Moyen-Orient, l'un des avions Rafale doit rentrer précipitamment de mission. Le pilote va devoir apponter en urgence. C'est la course dans les échappées, dans les coursives, et sur le pont d'envol. Les marins ont tous été rappelés à leur poste. Dans tous les cas, on prépare ce qu'il faut pour, au cas où, en cas de crash, intervenir pour préparer le dispositif, explique l'un des entre eux. L'inquiétude est présente dans l'un des postes de contrôle en surplomb de la piste. Nous comprenons que le Rafale en question n'a pas été attaqué, il a en revanche une grave avarie. L'appontage est finalement réussi. C'est le soulagement à bord. C'est un avion qui rentre avec une panne, il est monomoteur. Le Rafale a 2 moteurs, et il est arrivé avec un moteur en panne, explique un marin. Le Rafale Marine, c'est l'atout du Charles de Gaulle. Et c'est à la demande du président Macron qu'il est positionné en Méditerranée orientale. Un pilote s'apprête à décoller vers les côtes syriennes, israéliennes ou libanaises. Mais sa mission est uniquement défensive. Il n'engage pas de combat contre l'Iran par exemple. Mais il occupe et défend l'espace maritime. C'est une mission dans une zone particulière parce qu'il y a beaucoup de tensions. C'est une mission qui nous permet de jouer un rôle d'amortisseur, de stabiliser les tensions rien que par notre présence, explique le pilote. 12 Rafales vont décoller dans les minutes qui viennent. Qu'est-ce que vous voyez vous de particulier, demande la journaliste Maryse Burgot. Il y a des missiles balistiques qui arrivent. Ce qu'on voit dans les médias, on y assiste en direct, répond le pilote. Depuis son arrivée il y a 15 jours, le Charles de Gaulle n'a pas été visé par un missile ou un drone iranien. Un capitaine, comme tous les autres pilotes, n'a pas ouvert le feu pour l'instant. Il surveille la zone, renseigne sur ce qui se passe dans le ciel et sur la mer. Le pont d'envol est occupé en permanence. Les pilotes décollent et appontent jour et nuit. L'amiral qui commande tout ce groupe aéronaval est l'homme le mieux renseigné en Méditerranée orientale. On peut mettre en l'air des avions et donc avec des radars qui sont en l'air, on voit assez loin. On voit jusqu'en Iran, assure le contre-amiral Thibaut de Possès, commandant du groupe aéronaval. Des marins assurent la sécurité des Rafales quand ils reviennent sur le porte-avions. L'opération est très délicate, il faut apponter sur une surface plus petite qu'un terrain de tennis. C'est très pointu, exactement comme la mission géopolitique qui est demandée à ces hommes. Leur mission est d'assurer une protection des intérêts français dans la région, assurer la protection des partenaires européens, notamment Chypre, assurer la protection des bateaux français et européens déployés dans la zone, détaille un marin. Sous le pont d'envol, c'est le chassé-croisé des 1850 marins à travers une très longue coursive dont on ne voit pas la fin. Comment s'appelle cet endroit, demande la journaliste. Réponse d'un marin, c'est le 110 mètres. Parce qu'il y a des obstacles tous les 10 mètres. Il faut les éviter comme au 110 mètres. Les coursives mènent vers les 2 réacteurs nucléaires du navire. Le porte-avions est à propulsion nucléaire. C'est pour cela qu'il avance si vite. Et c'est un gros avantage dans cette zone très sensible. Pour aller au plus près du réacteur, il faut endosser une tenue spéciale. L'énergie nucléaire permet au porte-avions de parcourir 1000 km toutes les 24 heures. C'est un immense avantage en temps de guerre. Comme du temps des armées napoléoniennes où, à la veille d'Austerlitz, il a réussi à traverser toute l'Europe à pied, c'est un peu ce qu'on peut faire avec le nucléaire. C'est-à-dire que nous sommes capables de marcher à un rythme très soutenu très longtemps pour aller surprendre l'adversaire à un endroit où il ne nous attend pas, indique un atomicien. Lors de notre dernier lever du jour à bord, comme chaque matin, c'est la chorégraphie de la cueillette qui se met en place. Tout le pont d'envol est inspecté par des hommes. On vérifie qu'il n'y a pas d'objets qui traînent sur le pont. Ça pourrait être ingéré par un réacteur sur le pont d'envol et ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques, expliquent les marins.
quelques pièces de métal ou de goudron sont ramassées. La mission peut maintenant se poursuivre aussi longtemps que cette guerre durera. Sujet suivant. Le Français Cédric Pridzon, soupçonné d'avoir tué sa compagne et son ex-conjointe, a été placé en détention provisoire au Portugal, où il a été arrêté mardi, France Info. Le Français Cédric Pridzon, soupçonné d'avoir tué sa compagne et son ex-conjointe, a été placé en détention provisoire au Portugal, où il a été arrêté mardi. L'arrestation de l'ex-policier en compagnie de ses enfants avait mis fin à une cavale de plusieurs jours qu'il a menée de l'Aveyron, dans le sud de la France, à la région de Garda, dans le nord-est du Portugal. Publié le 26/03/2026 23h19, mis à jour le 26/03/2026 23h50. Temps de lecture, 2 minutes. Capture d'écran du profil Facebook de Cédric Pridzon, soupçonné d'un double féminicide et arrêté au Portugal le 24 mars 2026. Facebook. L'ex-policier Cédric Pridzon, soupçonné d'avoir tué sa compagne, son ex-conjointe et enlevé ses 2 enfants dans l'Aveyron, a été placé en détention provisoire par le tribunal portugais où il a été entendu jeudi pendant plusieurs heures, a annoncé jeudi 26 mars la justice portugaise. Il avait été arrêté mardi. L'arrestation de ce Français de 42 ans, alors qu'il était en compagnie de son fils de 12 ans et de sa fille d'1 an et demi, avait mis fin mardi à une cavale de plusieurs jours qu'il a menée de l'Aveyron, dans le sud de la France, à la région de Garda, dans le nord-est du Portugal. Selon un document distribué à la presse par le Conseil supérieur de la magistrature à l'issue de ce premier interrogatoire judiciaire, Cédric Pridzon est notamment soupçonné des crimes d'homicide aggravé, profanation de cadavres et enlèvement. Il est également mis en cause pour violence sur sa fille, falsification de documents et possession d'armes illégales, selon la décision du tribunal de Villanova de Foz-Coa, situé à une quinzaine de kilomètres du lieu où le suspect a été interpellé mardi lors d'un contrôle routier. Escorté par des effectifs de la police portugaise, Cédric Pridzon a quitté le tribunal jeudi soir en se cachant le visage avec les mains. Des gendarmes français ont été dépêchés au Portugal après la découverte mercredi des corps enterrés, dans un lieu isolé, des 2 femmes qui avaient disparu en Aveyron. Le suspect Cédric Pridzon, résident à Savignac, petit village de l'Aveyron, ancien policier aujourd'hui sans emploi, est soupçonné d'avoir enlevé les 2 femmes, ainsi que leurs 2 enfants, dont il est le père, et d'avoir pris la fuite vers le Portugal en fin de semaine dernière. Sujet suivant. Football, l'équipe de France s'offre le Brésil en amical à moins de 3 mois de la Coupe du Monde, France Info. Football, l'équipe de France s'offre le Brésil en amical à moins de 3 mois de la Coupe du Monde grâce à des buts de Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, et malgré l'expulsion de Dayo Upamecano, jeudi, les Bleus ont débuté l'année 2026 par un succès de prestige. Publié le 26/03/2026 23h06, mis à jour le 26/03/2026 23h10. Temps de lecture, 3 minutes. La joie des joueurs de l'équipe de France après le but de Kylian Mbappé contre le Brésil, le 26 mars 2026, à Foxborough. Franck Fiffé AFP. La première partie de la répétition d'avant Coupe du Monde restera plutôt satisfaisante pour l'équipe de France. Les Bleus ont battu le Brésil 2-1 dans un amical de prestige en pleine tournée américaine, jeudi 26 mars, à Foxborough, là où ils disputeront le dernier match de leur phase de groupe face à la Norvège, le 26 juin. Largement dominateurs en première période, ils ont buté pendant un peu plus de 30 minutes sur une défense recroquevillée. La solution a été trouvée par un trio avec Aurélien Tchouaméni à la récupération du ballon, Ousmane Dembélé à la passe et Kylian Mbappé à la finition, d'un subtil piqué venu tromper Ederson 37e. Ce dernier en a profité pour revenir à un but du record d'Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 réalisations. À la pause, Didier Deschamps a noté au micro de TF1 quelques pertes de balles évitables et le besoin d'avoir un peu plus de sécurité derrière. Malgré l'avertissement du sélectionneur, ces joueurs ont été bousculés au retour des vestiaires. L'entrée de Luis Enrique à la place de Rafinha dans le couloir de Théo Hernandez a fait de gros dégâts. Après un tir dangereux contré par Ibrahima Konaté 49e et un arrêt de Mike Maignan 50e, Wesley a provoqué l'expulsion de Dayo Upamecano coupable d'une faute ayant annihilé une occasion de but manifeste 55e. En infériorité numérique pour les 35 dernières minutes, les joueurs de l'équipe de France se préparaient alors à souffrir pour conserver leur maigre avantage. Mais, le football n'est jamais prévisible. C'est dans cette configuration désavantageuse qu'ils ont inscrit un deuxième but sur leur première projection de la deuxième période, avec la même recette que sur l'ouverture du score, une passe en profondeur, cette fois donnée par Michael Olise, et un piqué, réalisé par Hugo Ekitike 65e. L'attaquant de Liverpool a marqué des points dans un secteur où la concurrence a rarement été aussi élevée en sélection.
Didier Deschamps, qui s'est permis d'offrir à Maxence Lacroix sa toute première cape internationale 58e, aura de la matière pour réfléchir à sa liste du mois de mai mais aussi au contour de son 11 de départ. Théo Hernandez n'a par exemple pas profité de sa titularisation pour écarter Lucas Digne de la conversation au poste de la latérale gauche. Le vrai bémol de la soirée restera le but encaissé en fin de match sur un coup de billard dans la surface, avec un centre-tir de Luis Enrique coupé par le défenseur brémé face à des tricolores plutôt passifs 78e. C'est au terme de 15 dernières minutes de souffrance que la victoire a été validée. Dimanche, contre la Colombie, les Bleus auront une nouvelle occasion de garder cette fois leur cage inviolée et pourquoi pas de tester de nouvelles associations. Sujet suivant. Vidéo. Nous nous prononçons pour la défense des intérêts de l'Iran. Regardez l'interview exclusive de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, sur France 2, France Info. Publié le 26/03/2026 20h40, mis à jour le 26/03/2026 20h57. Temps de lecture 7 minutes. Vidéo 61 minutes. Guerre au Moyen-Orient et en Ukraine, attitude de Moscou à l'égard de la France et de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie russe a répondu aux questions de Léa Salamé, jeudi, dans le journal de 20h de France 2. Ce texte correspond à une partie de la retranscription de l'interview ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Léa Salamé, présentatrice du 20h de France 2. Avant d'évoquer la situation en Ukraine, une question sur la guerre au Moyen-Orient. L'offensive israélo-américaine a commencé depuis 27 jours maintenant sur l'Iran. Et on ne vous a pas entendu beaucoup défendre votre allié iranien, en tout cas avec une grande fermeté. Pourquoi? Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, vous savez, il ne s'agit pas de la défense de l'Iran, qui est notre partenaire stratégique et notre allié. Avant tout, nous avons défendu le droit international. Je pense que les Français, qui historiquement ont toujours dit qu'ils soutenaient le droit international, soutiennent aussi ce droit international. Et on n'a pas besoin de le voir, ça se passe chaque jour en direct. Le président américain dit qu'il n'est pas intéressé par le droit international, qu'il va être guidé par ses propres principes moraux ou des instincts. Alors je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas être approuvé. D'ailleurs, nous avons envoyé à plusieurs reprises des signaux aux États-Unis. Nous avons dit qu'il fallait instaurer un dialogue pour régler tous les problèmes du Golfe Persique, et en général de la région du Moyen-Orient. Chaque fois, quand les États-Unis et leurs alliés interviennent dans les processus qui se passent là-bas, la situation se complique de plus en plus. L'Irak a été détruit, la Syrie a été détruite, la Libye, c'est pareil, elle a été détruite. D'ailleurs, on ne sait pas quand l'État libyen sera restauré. D'ailleurs, la même chose se passe maintenant avec la République islamique d'Iran. Cette attaque a lieu pour la deuxième fois en pleine négociation, ça suscite des questions. On a des questions à poser aux participants des pourparlers, surtout aux Américains, qui ont mené ce processus de pourparlers, diplomatique et politique. Quand les membres de l'administration des États-Unis font preuve de bravoure, même de fierté, ils parlent de ces assassinats, notamment du meurtre de sang-froid du guide suprême ou d'autres fonctionnaires au placé iranien, je pense qu'on ne peut le qualifier que de cynisme. Nous nous prononçons pour la défense des intérêts de l'Iran et de tous les pays de la région, y compris notamment de nos partenaires stratégiques les plus proches du Conseil de coopération du Golfe. Oui, ils souffrent de cette attaque qui a été déclenchée par les États-Unis et Israël. Vous savez, ces derniers temps, nos amis arabes disent qu'il y a deux guerres. Une guerre, c'est la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Ils n'ont rien à voir avec cette guerre. Par contre, il y a une deuxième guerre qui n'était pas provoquée, comme ils le disent. C'est l'attaque de l'Iran contre différents sites dans les monarchies du Golfe Persique. En fait, c'est une logique que j'ai du mal à partager, parce qu'il faut passer aux causes profondes de ce conflit et cette cause profonde, c'est la clé pour les règlements. La cause profonde est cette agression non provoquée d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Et ce n'est pas le hasard que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son discours hier, je pense, a appelé les États-Unis et Israël à arrêter les hostilités et ensuite, il a demandé que l'Iran n'attaque pas les territoires des autres pays. Léa Salamé, présentatrice du 20h de France 2. J'entends mais les services de renseignements américains disent que vous aidez les Iraniens à localiser les cibles, à localiser les bases américaines. Est-ce que c'est vrai? Et jusqu'où va votre soutien à l'Iran?
Est-ce que la Russie livre des armes à l'Iran en ce moment, à l'heure où nous parlons? Est-ce que vous nous dites, oui, on donne des armes pour se défendre? Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, vous savez, vous êtes une journaliste très douée parce que vous avez d'abord dit, est-il vrai que nous aidons l'Iran? Et ensuite, sans attendre ma réponse, vous m'avez dit, jusqu'où pourra aller cette aide? Vous savez, le président Poutine a déjà répondu à cette question. Son porte-parole, Dmitri Peskov, s'est déjà prononcé sur ce sujet qui est maintenant discuté dans les médias. On parle de renseignements que la Russie aurait transmis à l'Iran. Mais on a déjà dit qu'on avait des relations étroites avec l'Iran. Nous avons un accord sur la coopération militaire et technique. Nous avons livré à l'Iran certains articles à destination militaire, mais nous ne pouvons pas être d'accord avec cette accusation que nous aidons l'Iran, que nous transmettons les renseignements. Donc vous avez parlé de l'emplacement des bases américaines. Les coordonnées des bases américaines dans les régions, c'est quelque chose qui n'est pas caché, c'était une information connue de tous, c'est une information ouverte. Et le fait que l'Iran attaque ses bases militaires, en fait, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Oui, nous avons prêté attention au fait que nos amis du Conseil de coopération du Golfe au moment où c'était clair que la guerre se préparait essayaient de persuader les États-Unis de ne pas se lancer dans cette aventure. Ils ont dit qu'ils n'ouvriraient pas leur espace aérien pour effectuer ces attaques et qu'ils ne permettraient pas d'utiliser des bases américaines se trouvant sur le territoire pour attaquer l'Iran. Donc je pense que les personnes qui connaissent bien les affaires militaires comprennent très bien que ces bases américaines ont été utilisées pour recueillir des renseignements. Et le fait que ces bases sont maintenant attaquées de temps en temps, ce sont des conséquences de cette aventure qui a été lancée sans aucune raison. D'ailleurs, il faut dire que les Américains ont évacué un grand nombre de militaires de ces bases, compte tenu du fait qu'ils étaient au courant de ce qu'il allait se passer. Et ainsi ils ont commencé cette agression et ils ont porté un coup dur à leurs alliés arabes. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump repousse son ultimatum, le Liban saisit l'ONU. Ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 26 mars, France Info. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump repousse son ultimatum, le Liban saisit l'ONU. Ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 26 mars, Donald Trump a annoncé repousser jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran. Selon lui, les discussions avec le régime iranien se passent très bien. Publié le 26/03/2026 23h43 temps de lecture, 4 minutes. Le président des États-Unis, Donald Trump, le 25 mars 2026 à Washington. Chips Homovia Getty Images North America AFP. La guerre continue au Moyen-Orient. Et Donald Trump a encore repoussé, jeudi 26 mars, son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran jusqu'au 6 avril. Selon le président américain, les discussions avec le régime iranien se passent très bien. Israël de son côté a éliminé le chef de la marine des gardiens de la révolution, alors que le Liban, où au moins 5 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes, a annoncé saisir le Conseil de sécurité de l'ONU à la suite des actions israéliennes qui menacent sa souveraineté. Voici les faits marquants du jeudi 26 mars. Donald Trump repousse son ultimatum et évoque des discussions avec l'Iran. Donald Trump a annoncé repousser jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran, assurant que les discussions avec Téhéran se passaient très bien. Il n'a toutefois pas précisé quelles conditions devaient être remplies d'ici là. Ce n'est pas la première fois que le président américain repousse son ultimatum. De son côté, l'émissaire américain, Steve Witkoff, a affirmé qu'il existait des signaux forts quant à la possibilité d'un accord avec les Iraniens, tout en confirmant que Washington avait soumis à Téhéran un plan de cessation des hostilités en 15 points, par l'intermédiaire du Pakistan. Le Liban saisit le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Liban, où au moins 5 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes, a annoncé saisir le Conseil de sécurité de l'ONU à la suite des actions israéliennes qui menacent sa souveraineté. À l'issue d'une réunion du gouvernement, le ministre de l'Information, Paul Morko, a précisé que cette décision était motivée par le bombardement de la plupart des ponts du Litani, fleuve qui sépare une partie du sud du Liban du reste du pays, le déplacement massif forcé des habitants et la progression des troupes israéliennes sur le territoire libanais, accompagnée de destruction. Israël dit avoir éliminé le chef de la marine des gardiens de la révolution. Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé que l'armée avait éliminé le commandant de la marine des gardiens de la révolution iranien, Ali Reza Tangsiri, dans une vidéo publiée par son bureau. D'autres officiers supérieurs de la marine ont aussi été tués, selon le ministre israélien.
L'homme directement responsable de l'opération terroriste de minage et de blocage du détroit d'Ormuz a été pulvérisé, a-t-il ajouté, avant de promettre aux responsables des gardiens, armée idéologique de la République islamique, de continuer à les traquer un par un. Le chef des Houthis avertit d'une possible réponse militaire. Le chef des rebelles Houthis au Yémen, allié de l'Iran, a menacé d'une réponse militaire si la guerre au Moyen-Orient l'exigeait. Le mouvement Houthi, qui a une position stratégique dans la région, n'a pas pris pour leur part aux hostilités. À la moindre évolution du conflit appelant une réponse militaire, nous interviendrons sans délai, comme nous l'avons fait lors des phases précédentes, a déclaré Abdel Malek Al-Houthi, dans un discours diffusé par Al-Masira, une chaîne de télévision affiliée à son mouvement. Le chef rebelle n'a pas précisé quel type d'action militaire son mouvement pourrait entreprendre.